Mesdames et messieurs, bonsoir. Avons-nous vraiment une solution aux crises que nous traversons? Je laisserai le soin à nos invités de répondre à la question. Les leaders pour la paix conduits par l'ex-premier ministre français Jean-Pierre Raffarin sont en Côte d'Ivoire pour échanger et traiter de toutes ces questions justement. Crise devant la velléité catalane d'indépendance en Espagne, crise au Maroc, le Maroc qui tente de retenir des jeunes qui rejoignent Daesh, crise de voisinage, un voisinage dangereux entre la Tunisie et la Libye, l'Inde qui fait face à la grosse pollution et les conséquences qui s'en suivent, le Sahel, le Burkina Faso qui voit des djihadistes s'incruster dans le décor. En plus, récemment, il y a eu 2 jours de cela, il y a eu 21 morts, 21 soldats maliens qui ont été tués. Vous voyez, des crises aussi nombreuses que variées. Et cela interpelle. Nous recevons ce soir Enrique Barón Crespo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien président du Parlement européen. Nous vous recevons aujourd'hui, ce soir, dans le cadre de Leader pour la paix, pour échanger sur toutes ces questions. Juste auprès de vous, Assia Ben Salah Alaoui, bonsoir. Ambassadrice itinérante de Sa Majesté le Roi du Maroc. Vous, tout à l'heure, chemin faisant, vous céderez votre fauteuil à Madame Ouided Bouchamaoui, prix Nobel de la paix 2015. Nous avons aussi Kanval Sibal, ancien secrétaire des Affaires étrangères de la République de l'Inde. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, Tertus Zongo, bonsoir, ancien Premier ministre du Burkina Faso. Merci à vous d'être là, mesdames et messieurs. La première observation que nous faisons tout de suite, je voudrais m'adresser à vous, monsieur Crespo. Quand on regarde ensemble, on a un monde qui est complètement fracassé, il y a suffisamment de crises partout. Est-ce que ça ne nous donne pas l'impression qu'on doit dire qu'il y a une crise de diplomatie ou une faiblesse de diplomatie? Non seulement une faiblesse de diplomatie, c'est... Vous savez, la crise et les problèmes, ça fait partie de la vie. Hein? L'un des fondateurs de l'Union européenne, Jean Monnet, disait qu'elle va de crise en crise. L'avantage, et ça c'est un grand changement, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, les guerres ouvertes représentent de moins en moins des crises pour l'humanité. Ça veut dire que quand même on avance. Et justement, le travail que nous faisons dans les leaders pour la paix, ce n'est pas d'arrêter les crises, c'est à partir de notre expérience dans plusieurs continents et avec beaucoup de crises, c'est d'être capable non seulement d'être témoin, mais d'agir dans le sens de créer la paix qui n'est pas un état naturel. J'étais très étonné, le président Hubert Boigny, il disait que la paix, ce n'est pas un état, c'est un comportement. Donc, il y a la pédagogie. On vient de l'université et vraiment, la pédagogie fonctionne. Effectivement, le président Félix Houphouët-Boigny l'avait dit, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement, il y tenait véritablement. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui, vous vous battez, vous faites des efforts diplomatiques, mais les crises résistent. Cela s'explique. Bon, les crises résistent. Moi, j'ai l'expérience dans mon pays, l'Espagne, et l'expérience européenne. Vous savez, quand même, après, non seulement les... Vous savez, les gens qui ont fait les plus de guerres au monde sont les Européens. Nous sommes les Européens. Bon, quand même, nous avons découvert une méthode qui nous permet de mettre ensemble des valeurs et des intérêts. Et maintenant, j'espère que ça continuera. Maintenant, la crise, la guerre, c'est dans les livres d'histoire. Qu'on a des crises, vous savez, même dans les familles et les mariages. Ça, il faut pas maudire le mot crise. La crise, c'est le moment où il faut prendre des décisions et les choses changent. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a trop de crises, justement, qu'on en parle trop souvent? Mais on n'est pas au paradis. Écoutez, moi, les Chinois, ils sont en idéogramme. Vous savez qu'ils n'écrivent pas avec des lettres. Et crise, c'est opportunité et risque. Et c'est ça la crise. C'est que quand même, la vie, vous avez la crise de l'adolescence, vous avez la crise de la maturité, vous avez la crise de la sénectude. Donc, c'est le moment où il faut prendre des décisions. Moi je crois que c'est pas bon de trouver que c'est un mot maudit, crise. C'est justement la volonté de dépasser ça et de le faire par des moyens pacifiques. C'est ça qui est important. Alors, Madame Alaoui, est-ce qu'aujourd'hui, la capacité d'anticipation est à la hauteur de ce qui est sur le terrain?
Et là, c'est compliqué de le dire parce que l'anticipation a toujours fait partie, si vous voulez, de la diplomatie. Mais ce qui arrive aujourd'hui, et on l'a vu, c'est que les gens sont toujours surpris. On a vu l'Union européenne être complètement empêtrée dans la crise de l'euro. Pourtant, au départ, on savait très bien que la mise sur pied de la monnaie unique était loin d'être parfaite. Mais malgré cela, eh bien, la crise de l'euro a surpris un petit peu tout le monde avec l'ampleur que ça a pris. Juste pour revenir à ce que vous disiez concernant la relation entre crise et créativité, il ne faut pas oublier quand même qu'on doit la naissance des Nations Unies aux crises. Pendant les crises, il y a aussi une créativité parce qu'on essaye justement de répondre aux problèmes. Ce qui est important pour nous dans le cadre de Leaders pour la paix, c'est de faire en sorte que les crises ne deviennent pas incontrôlables. Parce qu'à ce moment-là, c'est le chaos. Et c'est ce que l'on voit, à peu près ce qui se passe en Libye. Et par conséquent, il faut absolument essayer de garder un certain contrôle. Et on ne peut le faire qu'à travers le dialogue. C'est pour ça que paix et dialogue vont de pair. Mais un dialogue qui soit constructif, un dialogue qui soit aussi avec ceux qui sont contre vous. On a trop tendance à faire dialoguer les gens qui sont du même avis. Ça devient un monologue. Il faut absolument apprendre à parler à ceux qui sont justement réfractaires au dialogue. Et c'est pour ça qu'il y a une pédagogie du dialogue. Il y a une manière de mener le dialogue. Et il faut apprendre aux jeunes à dialoguer pour que justement la coopération puisse prévaloir sur la confrontation. Il n'y a qu'à travers le dialogue qu'on peut faire cette pédagogie-là. Et c'est pour ça que la crise est un moment privilégié en quelque sorte, parce qu'on est obligé de se parler pour pouvoir en sortir. Ce qui est dramatique, c'est qu'avec les médias, on assiste à une dramatisation de la crise. Parce que quand ça va bien, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas vendeur. Alors évidemment, parfois, les médias en rajoutent et vont dramatiser. C'est les moments de dramatisation de la vie politique. On trouve toujours une crise qui va sauver l'audimat et qui va pouvoir être vendeur. Et c'est pour cela qu'il faut savoir quand même raison garder, prendre de la distance et surtout, à mon avis, privilégier la prévention. C'est ça notre défi à l'heure actuelle, c'est comment justement prévenir. Et nous savons qu'il y a énormément de choses qui se dessinent à l'horizon, mais hélas, on ne les prend jamais assez trop tôt. Tout le monde a parlé des crises migratoires, de l'invasion de l'Europe, mais on savait que ça allait arriver avec toute la problématique du continuum d'insécurité entre la Libye et le Sahel. On savait très très bien que ceci allait donner naissance à des mouvements migratoires, mais hélas, il y a toujours tous les intermédiaires aussi qui profitent de ces moments de crise. C'est ça qui est triste, c'est que les crises ne sont pas négatives pour tout le monde. Vous avez tous les marchands, tous les intermédiaires et tout ce crime organisé qui profite de là. Et malheureusement, on ne parle pas assez du crime organisé et on ne s'organise pas assez pour le contrer et pour le mettre en échec. Madame Alaoui, lorsqu'on parle des crises de toute nature, des crises de toutes sortes, on a l'impression que la situation n'est plus sous contrôle véritablement. Vous êtes optimiste en le disant, mais on a l'impression sur le terrain que la situation est hors contrôle. Mais vous savez, chez l'homme, c'est une très grande ambition de vouloir tout contrôler. D'abord, est-ce qu'on peut se contrôler soi-même? C'est tout le problème. On passe notre temps à dialoguer avec nous-mêmes pour essayer justement de faire prévaloir le côté sage sur le côté intempestif, surtout nous. En Afrique, le président Léopold Sédar Senghor disait qu'en Afrique, nous avons la raison étreinte, une raison émotionnelle qui complète la raison discursive que les Grecs ont cultivée. Et par conséquent, nous devons prendre du recul, nous devons essayer d'analyser et essayer de décortiquer. Parce qu'en parlant, on arrive à décrisper les situations. On arrive à décortiquer les situations les plus complexes. Mais si on ne se parle pas, il est clair qu'à ce moment-là, les positions se radicalisent et on arrive à l'affrontement. C'est tout le problème. C'est l'art de dialoguer pour justement essayer de juguler les crises et de faire qu'elles ne deviennent pas incontrôlables. Monsieur Kanval Sibal, la résurgence des crises aujourd'hui, est-ce que ça ne vous donne pas l'impression qu'on fait du surplace? Parce qu'on voit des crises qui ont déjà éclaté, on en voit qui arrivent.
Est-ce que ça ne vous donne pas l'impression qu'on fait du surplace? Vous savez, je suis fondamentalement contre l'idée que nous traversons une période de crise qui n'a pas de précédent. En fait, le monde a toujours été en crise. Regardez l'Afrique, les guerres de libération, les guerres civiles, les coups d'État militaires, les génocides Rwanda-Burundi. Et quand on parle du monde arabe, le printemps arabe, auparavant, la guerre d'Irak, Libye, aujourd'hui la Syrie, je crois qu'il ne faut pas exagérer la nature de crise ou la dimension de la crise. Les crises étaient toujours là. Et en fait, grosso modo, nous sommes mieux placés qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont positives. Le niveau de vie, la prospérité, les effets de la globalisation qui ont bénéficié tant de pays en Asie, en Afrique et ailleurs. Souvenez-vous de la guerre froide et le danger que le monde pourrait être anéanti à cause de la guerre nucléaire et tout ça. On a vécu tout ça. Mais pourquoi ce genre de concertation qu'aujourd'hui nous sommes en face d'une crise qui n'est pas sous contrôle? Si, il y a un problème, parce que certaines idées que nous avions de la direction dans laquelle le monde allait ont été ébranlées, surtout à cause des États-Unis, sous Trump, et la montée de la Chine. Et ça a créé des nouveaux problèmes, mais je crois que ce sont gérables. Et personne n'a l'intérêt de commencer vraiment des guerres ou des choses comme ça. Je crois qu'on va trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions, mais je suis obligé de dire que lorsque on passe le temps vraiment à former à la guerre, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec ce que nous faisons aujourd'hui? Parce qu'on forme plus à la guerre qu'à la paix. Vous savez, il y a des problèmes fondamentaux dans la gérance ou la gouvernance internationale. Et le problème clé est l'impuissance des Nations Unies. Parce qu'on parle de multilatéralisme, on parle de dialogue et tout ça, mais le dialogue doit être dû au sein des Nations Unies, où tout le monde, tous les pays sont représentés. Mais les Nations Unies, à part certains champs d'action où ils ont réussi, mais dans le cadre de la sécurité et la paix internationale, ils n'ont pas réussi du tout, parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'entente, le Conseil de sécurité ne marche pas, c'est bloqué. Toutes les actions qui ont été prises par certains pays, c'était en dehors des Nations Unies ou la résolution des Nations Unies. Je crois qu'il faut absolument réformer les Nations Unies et élargir la représentation du Conseil de sécurité. Mais après tout, les décisions qui prennent les grands pouvoirs impliquent qui? Impliquent les pays en voie de développement, en Afrique, en Asie ou ailleurs. Mais nous n'avons pas une voix dans l'effort de trouver des solutions. Alors vous avez raison qu'on a cette impression de faire sur place, c'est parce que les problèmes sont très fondamentaux et ça va prendre du temps de régler ça. Mais grosso modo, je crois qu'il n'y a pas vraiment un grand danger que tout va éclater. C'est justement sur cet aspect que je vais interpeller le Premier ministre Zongo. Certains préfèrent rester sur les bancs de touche pour juger ceux qui sont dans l'action. C'est un constat que nous faisons. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, vous constatez que les conséquences des crises elles-mêmes, est-ce qu'elles ne deviennent pas des crises aussi, les conséquences même des crises? Alors, naturellement, c'est-à-dire que lorsque les conséquences ne sont pas... Quand on parle de crise en crise, justement, ça complexifie la situation. Non, lorsque les conséquences ne sont pas traitées, elles deviennent des crises. Un exemple très simple, c'est la crise en Libye. Vous avez la crise en Libye, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la Libye, tout le système a été démantelé, il n'y a pratiquement plus d'État. Et tout ce qui se passe dans la région du Sahel
ce n'est que les conséquences. C'est vrai qu'il y avait un embryon de déstabilisation des terroristes, mais la Libye a été un peu le réservoir qui a alimenté l'insécurité dans toutes ces régions. Donc vous avez tout à fait raison. Mais ceci dit, je pense que l'élément important, c'est qu'il faut bien analyser tout ce qui est facteur qui peut déclencher des crises. C'est extrêmement important. Parce que lorsque vous regardez un peu ces différentes crises qui arrivent, que ce soit dans nos pays, que ce soit ailleurs, c'est parce que quelquefois, c'est vrai, la diplomatie classique telle qu'elle est, elle essaie d'anticiper, mais quand on voit les avancées, on voit les défis actuels, la diplomatie telle qu'elle se passe a besoin d'être repensée. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on voit la multiplication des crises, à quoi ces crises sont dues? Elles sont toujours dues à des problèmes connus non traités. Vous prenez des problèmes, comment je dirais, de développement qui n'ont pas été traités, des problèmes d'égalité, de justice, de chance devant un certain nombre de choses qui ne sont pas traitées, parce qu'on estime que c'est des problèmes politiques. Si vous n'y apportez pas des solutions, à un moment, ces problèmes éclatent et vous les gérez. Donc oui, il faut de l'anticipation, mais au niveau des pays, et au niveau de la gouvernance mondiale, il faut aussi de l'anticipation. C'est justement là que la situation préoccupe. Quand les crises sont, les éléments déclencheurs sont connus, identifiés clairement, qu'est-ce qui fait le blocage pour qu'on ne puisse pas aller de l'avant? Non, ce qui fait le blocage, moi je reviens dans nos pays, ce qui fait le blocage, je reviens à des crises internes. Les crises internes, lorsque vous regardez les solutions des crises internes, elles sont des solutions d'une meilleure connaissance de l'économie politique des pays. Lorsque vous êtes dans un pays, pour pouvoir apporter des réponses objectives, il faut connaître la sociologie, il faut connaître l'histoire et il faut connaître les vrais besoins. Mais nous sommes dans un système de coopération où, malheureusement, lorsque vous parlez de ces questions de l'économie politique, de connaissance de ce qu'on appelle les éléments de fragilité, c'est-à-dire les éléments de vulnérabilité, ceux qui travaillent avec vous, ou le politique ne veut pas en parler. Le politique ne veut pas en parler. Et s'il ne veut pas en parler, ça veut dire que la manière dont il adresse ces problèmes, il ne les adresse pas quant au fond. Et parce qu'il ne les adresse pas quant au fond, rien à faire. Un jour, ces problèmes vont éclater. Donc, on a deux approches. La première approche, c'est qu'au niveau national, il faut qu'on change un peu le fusil d'épaule dans ce qu'on appelle l'analyse des facteurs de fragilité. Vous voulez formuler des politiques publiques, vous avez des questions de santé, vous avez des questions démographiques, vous avez des questions d'exclusion. Comment vous les adressez dans vos politiques publiques? Il faut l'accepter. Ce n'est pas un aveu d'échec, mais c'est reconnaître la réalité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la coopération internationale, il faut accepter que quelqu'un ne peut pas venir, fût-il une grande agence de coopération, en 2 semaines, en 10 jours, parce qu'il envoie une mission, elle connaît mieux vos réalités que vous-même pour formuler une politique de développement sur laquelle elle vous accompagne. Donc, je pense que petit à petit, les choses sont en train de changer. Comme ils ont dit, la paix, c'est aussi de la patience. Mais c'est aussi de la détermination sur le long terme. Justement, M. Crespo, lorsque tout semble prioritaire, par où est-ce qu'on commence? Parce que tout ce qui a été dit semble préoccuper tout le monde, tout est prioritaire. Il faut toujours commencer, s'il y a un affrontement, il faut essayer de trouver un point vers lequel on peut aller ensemble. Parce que sinon, la fin, c'est la lutte l'un contre l'autre. C'est-à-dire, c'est de voir comment est-ce qu'on peut trouver des éléments communs avec des règles qui peuvent faire avancer. Et puis, il y a une chose que... Enfin, je vois que vous insistez sur les crises, mais je reviens à ce qu'il disait le président Iverboigny, c'est le comportement. C'est un élément de la pédagogie. Et là, il faut l'éducation. Et c'est pour ça, justement, parce que nous ne sommes pas remplaçants de l'ONU et nous ne sommes pas la concurrence. Les leaders pour la paix, et nous échangeons des expériences et nous essayons d'être utiles. Et ça, on l'a vu à l'université récemment.
Et pour moi, c'était une expérience très intéressante parce que quand même, les jeunes d'ici, les jeunes de la Côte d'Ivoire, ce sont des jeunes que vraiment, ils sont politisés dans les meilleurs sens du mot. C'est-à-dire, ils se préoccupent des questions du monde, tout ça. Alors là je crois qu'il y a un élément très important. Parce que si à l'école, on commence par insuffler la haine, c'est très dangereux. Et il faut justement parler des valeurs, des coopérations. Et je crois que c'est dans ce sens d'être témoin, de faire ces Peace Labs dont vous avez parlé, tout ça. Ça vraiment, ça aide. Et donc, ça peut aider, et je reviens à l'idée, à la question que vous me posiez, il faut trouver quelles choses nous pouvons faire ensemble. Ouais. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Et quels sont les intérêts partagés? Quelles sont les valeurs et les intérêts que nous pouvons partager? Alors, cette question m'amène à vous parler des États-Unis et le Mexique. Oui. C'est assez compliqué à résoudre, entre parenthèses, entre guillemets, la crise qui est là-bas. Ce qui les divise au-dessus de ce qui les rapproche, on a l'impression, lorsqu'on parle immigration, lorsqu'on parle frontières. J'étais au Mexique il y a 15 jours. D'accord. J'étais avec enfin, c'était pas mon objectif, mais j'étais avec les chefs du président López Obrador, qui est un homme de gauche qui a vaincu les élections. Vous savez qu'il a renouvelé l'accord, l'ALENA, ça s'appelle en français, le président Trump, le président Trump n'a pas été tendre avec les Mexicains, parce que, enfin, tous les insultes qu'il a proférées aux Mexicains, qui sont des cousins à nous, hein. Mais après, avec les Canadiens, ils ont renouvelé l'ALENA. Donc, et le président López Obrador, et j'étais justement, j'en parlais avec son chef de cabinet, et vraiment, il est arrivé à, pas à pacifier, mais maintenant, le problème du mur, où est-ce qu'il est? Il est à Washington, avec le Congrès. Ce n'est pas seulement à la frontière. Donc là, vous avez un cas, c'est très compliqué parce qu'il faudrait 10 débats comme celui-là pour expliquer le rapport États-Unis-Mexique. Mais je crois que, par exemple, avec la nouvelle présidence mexicaine, on est arrivé à une situation que, quand même, on a désamorcé, disons, les bombes les plus dangereuses. Et puis, vous savez une chose, quand même, le président Trump veut tout le temps vendre et produire Made in America. Il s'est rendu compte que le guacamole, qui est la salade des avocats, qui aime follement les Américains, s'ils n'ont pas de bons rapports avec le Mexique, ils n'auront plus des avocats, ils n'auront plus de voitures Made in USA parce que les parts et une partie importante sont faites au Mexique. C'est le monde où nous sommes. Vous voyez une contradiction dans la démarche américaine à ce niveau? Ah, moi je crois, moi je suis un grand admirateur des États-Unis. Je crois que le président Trump, c'est le plus grand risque et le plus grand péril du président Trump, c'est pour son pays. Pour le monde aussi, parce que quand même il a rompu avec la grande tradition des États-Unis après la guerre. Mais l'accélération du déclin américain qui est l'œuvre du président Trump, les Américains, enfin, en pâtiront pour longtemps. Mais vous n'avez pas constaté que la divergence des intérêts, j'ai envie de dire, entre les États-Unis et le Mexique est insurmontable? Non. Non. Je vous dis, il y a le président López Obrador. Parce que depuis 1800 et quelques, oui, on parle de la même chose. Mais oui. il a signé, d'abord, il s'est mis d'accord avec les Canadiens. Parce que vous savez que les États-Unis, l'Amérique du Nord, c'est 3 pays. C'est le Canada, le Mexique et les États-Unis. Et puis, le président Trump a signé, après tout ce qu'il a dit. Hein. Donc, vous savez, on est condamné à s'entendre. Et j'ajoute une chose. Oui. Et quand on parle toujours du tournant vers le Pacifique, moi, je suis d'accord que le Pacifique prend une grande importance. Mais étant donné que je suis en Côte d'Ivoire et je suis européen, je crois que l'Atlantique continue à avoir une grande importance pour le monde et pour nous tous. Et je crois que même, enfin je parle ici en tant qu'Européen, ce qu'on a fait avec les Canadiens, ce qu'on a fait avec le Mexique, renouvellement, enfin quand même un jour, les États-Unis comprendront que vraiment
on a tous intérêt à partager ce monde multilatéral. Je ne peux pas me permettre de dire qu'ils n'ont pas compris. Madame Alaoui, est-ce que... oui, je ne peux pas me permettre. La montée de la criminalité entre les frontières des États-Unis, est-ce que ce n'est pas ce qui rend inapte les deux camps à s'écouter mutuellement? Moi, si vous permettez, je voudrais juste apporter une précision quant à la qualification des conflits actuels. Il faut tout de même, on se rend compte, et c'est l'évidence, que les conflits interétatiques ont énormément baissé. Tous les facteurs d'instabilité, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient même continentales, sont des facteurs internes. Nous assistons à l'explosion des crises internes. Pourquoi? Parce que la pratique de la démocratie, même si elle n'a pas été adoptée par certains peuples, a fondamentalement changé les choses et que les populations ne veulent plus se taire. Il y a des choses qui deviennent absolument insupportables et toutes les crises, on peut les regarder une à une, sont générées par les facteurs d'instabilité interne auxquels, comme le disait Monsieur le Premier ministre, hélas, on n'accorde pas l'attention requise pour les désamorcer avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième élément auquel on n'accorde pas assez d'importance, c'est qu'on oublie quand même les réseaux transnationaux. On oublie qu'il y a des acteurs non territoriaux, mais qui sont en train d'utiliser tous les vecteurs des États. La négociation, la violence, le négoce. Et ils sont en train de supplanter la capacité des États et à réduire et à éroder la capacité des États à garantir la sécurité. Ça, c'est fondamental. Et ils ont émergé sur le plan international et ils sont absolument impossibles et imprévisibles à tracer. Il faut retrouver, il faut refaire les réseaux et il ne faut pas oublier qu'ils ont une capacité financière absolument incroyable. Regardez tous les réseaux de criminalité, de drogue, et il y a une espèce d'interfécondation. Regardez les réseaux maintenant desquels nous souffrons dans le Sahel, eh bien, tout est devenu un produit. Les petites armes, la drogue, les migrants, et tout ce monde-là, il y a une interfécondation de cela, et hélas, nous devons en Afrique faire très attention pour ne pas avoir des États faillis, parce que ces réseaux, parfois, sont beaucoup plus importants que les États eux-mêmes, et sont beaucoup plus puissants, et ça représente une économie au sein de l'économie. Donc c'est un facteur quand même qui est fondamental et auquel nous devons faire. Et hélas, nous ne pouvons confronter cela que dans la coopération. C'est pour ça que la coopération est fondamentale sur le plan sécuritaire, sur le plan de la prévention, sur le plan religieux, c'est ce que le Maroc essaye de faire, en essayant de contrer cet extrémisme religieux, et d'essayer d'apporter, c'est comme un tableau, il faut vraiment apporter toutes les pièces du puzzle, parce que la parade n'est jamais unique. Et la parade militaire, hélas, est très insuffisante. On le voit avec le G5, le Sahel G5, surtout lorsqu'il manque tellement de moyens et qu'ils n'ont pas de financement et que les gens y vont un petit peu à reculons, y compris d'ailleurs les chefs d'État concernés. C'est ça la problématique. Moi, je crois que la coopération doit être une coopération globale et qui doit impliquer toutes les parties prenantes en prenant en compte d'abord les intérêts, les attentes des populations. Et c'est à cela que nous devons être très attentifs en Afrique pour éviter que ces crises, entre guillemets, ou que ces facteurs de déstabilisation nous échappent et deviennent interétatiques alors que très souvent ils sont générés par l'intérieur. Et j'aimerais juste quand même compléter sur un terme concernant la Libye n'a pas tout créé. Qu'est-ce qu'ils ont fait les djihadistes? Il y a eu la translation des groupes de Daesh et d'Al-Qaïda, parce que la naissance de Daesh a boosté tous les groupes terroristes, et qui sont venus faire le lien avec les groupes locaux de contestation en les faisant revivre. Ils se sont, voilà, ils se sont accoquinés, excusez-moi l'expression, avec le Mokhtar Belmokhtar, l'Algérien, qui était en déliquescence, mais il a revécu. Et d'où nous avons Annemasse dans le sud algérien, et ainsi de suite. C'est pour ça que nous avons l'obligation de coopérer d'une façon extrêmement étroite pour nous assurer que nos enfants, et c'est ça ma préoccupation essentielle, que nos enfants en Afrique n'aient pas le choix simplement entre l'embrigadement
chez des djihadistes ou dans les réseaux criminels ou l'immigration. C'est pour cela qu'il faut absolument qu'on s'occupe des jeunes, qu'on s'occupe de l'éducation, du développement, de leur bien-être et de leur futur, qu'ils ne soient pas interdits de futur et qu'ils n'aient pas d'autre choix. Cet aspect, nous allons l'aborder tout à l'heure aussi avec Mme Bouchamaoui. Mais déjà, pour ne pas oublier sur les États-Unis, est-ce qu'on comprend véritablement les États-Unis lorsque on a l'impression qu'ils ignorent le souci du voisin, mais aujourd'hui, on constate que le Honduras, le Guatemala, El Salvador, tout le monde y va. Et la situation est incontrôlable quand même. Est-ce qu'on ne les comprend pas à ce niveau-là? Mais de toutes les façons, on a bien vu que le mur n'était pas la solution et ne sera jamais la solution. Un mur n'arrête pas, n'est jamais étanche et il y aura toujours un problème. Et regardez l'énergie. C'est absolument invraisemblable, alors qu'ils n'ont pas d'argent, de mettre 5 milliards de dollars pour faire un mur, alors que ça peut être justement investi dans la prévention et dans aider le Mexique à régler son problème interne. Parce que sinon, le Mexique sera ingérable, avec la problématique de la criminalité, de la drogue, des barons sur place, etc. Ça devient quand même extrêmement complexe. Ça, c'est ça aussi la problématique. C'est la situation intérieure du Mexique qui est quand même préoccupante. Très bien. Alors, M. Kamval Sival, parlons de la Libye et de la Tunisie, j'ai envie de dire, qui se contaminent mutuellement, le croisement de leurs difficultés. Est-ce que, quand vous regardez véritablement, on a une solution tout de suite, une solution immédiate pour les personnes pressées comme nous? Je ne suis pas très bien informé en détail ce qui se passe entre la Libye et la Tunisie, mais je crois que si on ne réussit pas à stabiliser un petit peu la Libye et on ne voit pas des mouvements dans cette direction, il y aura toujours un problème pour l'Europe, pour la Tunisie et pour l'Égypte, qui est très concernée avec ce qui se passe en Libye. Mais je ne vois pas un effort au niveau global, au sein des Nations Unies, même en Europe ou dans le voisinage de la Libye, d'essayer de promouvoir la réconciliation interne, parce qu'il y a deux centres de pouvoir en Libye et la situation reste bloquée. Alors, malheureusement, les Européens et les Américains sont très responsables de ce qui s'est passé en Libye, mais maintenant, les Européens, bien sûr, sont très concernés à cause de la migration, des problèmes de migration, mais les États-Unis, en fait, se distancent de ce problème et Trump a d'autres soucis et il ne focalise pas sur la Libye, ni le Pentagone, ni le département d'État. Je suis assez pessimiste dans le moyen terme, dans les médias, dans le moyen terme, en ce qui concerne la situation en Libye et les conséquences de l'instabilité là-bas sur la région en général. Est-ce que ce n'était pas prévisible ce qui est en train d'arriver aujourd'hui en Libye, dans toute la zone Libye-Tunisie? Non? Ce n'était pas prévisible cette grosse crise qu'on a du mal à arrêter aujourd'hui? Vous savez, on avait vu auparavant ce qui s'est passé en Irak, quand on a détruit l'Irak. Et on avait pensé que peut-être la leçon a été prise et que les pouvoirs concernés seront beaucoup plus sages quand il s'agissait de la situation en Libye. Mais ils ont recommencé, ils ont fait les mêmes fautes. Et malheureusement, ils font les mêmes fautes en Syrie. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a ce manque d'effort, ce manque de, disons, la détermination de s'adresser à la situation en Libye. Comme je dis, je reste très pessimiste. Et vous parlez de est-ce qu'on aurait pu prévoir ça? Bien sûr, on aurait pu prévoir, mais je crois que les intérêts du moment, les intérêts immédiats, sont prévalus sur le long terme et ils ont intervenu en Libye, ils ont détruit le régime. Et je suis d'accord avec ce qu'il avait dit tout à l'heure, que par exemple en Libye ou ailleurs,
ou en Égypte par exemple, pourquoi les dictateurs sont restés 30 ans, 40 ans, je ne sais pas combien d'années. Ils auraient dû prévoir que le monde bouge et la démocratie et la demande pour la démocratie et l'aspiration pour la démocratie devient très forte partout. Mais ils n'ont pas fait de réformes, ils n'ont pas laissé le pouvoir. Ils ont en fait donné la raison pour la crise qui s'est arrivée. Et c'est le cas de la Libye aussi. Alors, grosso modo, je crois que c'est la nature de la vie humaine et la situation internationale. On commet des fautes encore et encore sans prendre des leçons des fautes qu'on a déjà commises. Voilà, on répète ces fautes-là. Tertius Zongo, cette situation, vous la connaissez bien, mais regardons, est-ce que la solution peut être seulement la coopération sécuritaire, j'ai même envie de dire militaire, parce que regardons un peu, l'Italie et le Niger, il y a des choses en cours, France, au Niger, au Mali, donc le Sahel, Boko Haram est un terrain conquis au Nigeria presque, le Burkina Faso, on n'a pas de visibilité. Quelle est la solution? Non, je crois que vous avez touché un problème important, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les gens ont pensé que quand il y avait des crises de ce genre, comme Mme Alaoui l'a dit, c'est la solution militaire qu'on met en avant. La solution militaire n'a jamais réglé une crise, ce n'est pas possible. Elle est nécessaire, mais il faut avoir un regard sur tout le tableau. Et le regard sur tout le tableau montre que les situations de pauvreté, les situations d'exclusion, les situations de tout genre conduisent aux crises. Maintenant, lorsque vous étalez ce tableau des situations qui produisent aux crises, vous voyez qu'elles ont trois piliers, ces situations. C'est d'abord la politique qui a exclu les gens, qui a été malmenée. Comment on fait pour qu'il y ait une solution politique? Deuxièmement, parce que les gens ont été exclus, il y a eu des crises et quelquefois, il faut une action militaire. Troisièmement, c'est peut-être des programmes de développement qui n'ont pas été centrés sur le besoin des populations et qui ont créé des crises. Donc, vous ne pouvez que avoir ce regard-là et aborder en même temps les différents points. Comment vous engagez une action militaire s'il le faut, qui elle seule ne suffit pas, mais comment vous engagez une action de développement? Parce que sans développement, l'action militaire ne peut pas résoudre la crise. Ensuite, il faut aller au-delà. Il faut une action politique, parce qu'à la clé, c'est la liberté des gens de pouvoir être associés à la décision, de pouvoir exprimer leurs besoins, de pouvoir avoir un contrôle. Si l'action politique n'est pas là, quand bien même il y aura l'action militaire, il y aura une action de développement et que les gens se sentent enfermés, le problème restera. Donc, aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est que malheureusement, tout le monde parle de l'action militaire. Tout le monde dit qu'il finance l'action militaire. Du reste, lorsqu'on creuse, on ne voit pas trop de financement vraiment sur l'action militaire. On ne voit pas grand-chose. Il y a beaucoup plus de bruit que de réalité sur le terrain. Mais la vraie réalité, c'est de connaître les besoins des populations, comment on arrive à faire face à ces besoins, comment on associe les populations et comment on leur donne la liberté d'être eux-mêmes des solutions à leurs problèmes. Donc, oui, vous avez raison, on entend parler comment je dirais, d'action militaire par-ci, de coopération militaire par-là, mais ce n'est pas la solution. Il faut un regard croisé de tous les acteurs, des diplomates, des militaires, des académiques, des gens de la recherche. Il faut un regard croisé et il faut agir en même temps. Il faut agir en même temps, M. Crespo. Aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il y a des engagements qui doivent être pris, qui ne sont pas pris quand on regarde. Les démarches collectives ont leurs limites très souvent. On ne travaille pas ensemble. On ne va pas main dans la main sur un sujet. Oui. Des engagements sont reconnus, mais jamais appliqués. Bon, ça arrive toujours que... Enfin, les engagements, ça dépend des cas. Moi, je n'ose pas faire une déclaration de principe général qui conduit à la frustration. Je crois que la réalité actuelle et l'histoire du monde après la deuxième partie de la Grande Guerre montrent que quand même, on a fait
des progrès importants, même en disant que la diplomatie ne résout pas tout, parce que la diplomatie, c'est l'un des instruments. Mais le risque actuel, c'est qu'on est dans une situation dans laquelle l'un des protagonistes de ces mondes, disons, de ces systèmes onusiens, des systèmes de l'ONU, qui n'est pas satisfaisant. On a parlé avec les étudiants justement de la sous-représentation, de la non-représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité. Enfin, ça c'est le problème. Mais le risque, mais à ce moment, c'est de démanteler ou de démembrer la chose la plus importante que nous avons comme instrument pour justement canaliser ces crises. Et c'est les grands défis. Là, je crois qu'il faut travailler d'arrache-pied. Mais quel est le véritable problème lorsqu'on doit se donner la main pour avancer ensemble? La volonté d'avancer ensemble. Exactement. Parce qu'il y a, vous savez que pour avancer ensemble, il faut avancer la main dans la main. Et il y a des gens qui aiment avancer en montant sur les autres. Et donc, ça, c'est pas la meilleure méthode. C'est pas la meilleure méthode. Oh, non, non, ça a été dans l'histoire, enfin l'histoire des empires, de la colonisation, de tout ça. Et moi, je crois que c'est des temps révolus, et justement, et pas seulement dans les rapports entre les États. Nous sommes en train d'assister, par exemple, à un phénomène qui est mondial à ce moment, et qui n'est pas fait par des diplomates ou des hommes ou des femmes politiques, c'est les jeunes qui sont en train massivement de se manifester dans les rues contre le changement climatique en disant, écoutez, vous ne recevez pas les problèmes, vous ne faites pas. La femme, le 8 mars, ça c'est un mouvement mondial. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas un pays, c'est justement un mouvement d'émancipation qui définit. Et moi je crois que c'est très important parce que quand même, les femmes et la paix, ça c'est beaucoup plus utile que les hommes et la guerre. Hein? Et donc là je crois qu'il ne faut pas avoir justement une vision seulement, disons, interétatique. Là je crois qu'il y a toute une scène mondiale qui est en train de se créer et de développer. Madame Alaoui, vous l'avez évoqué tantôt, mais nous allons revenir là-dessus pour la dernière question pour vous, véritablement. La solution aujourd'hui qu'on doit trouver, quelle est la déclinaison qui n'est pas politique? Vous avez parlé des jeunes, vous avez parlé des femmes, du numérique que vous n'avez pas encore évoqué. Est-ce que des solutions peuvent venir de là-bas? Écoutez, moi je crois qu'il est fondamental qu'il y ait les deux marches d'une façon concomitante. Pour parler franglais, le bottom-up et le top-down. Vous avez la légitimité sur le terrain où les gens travaillent, ils font des choses, ils font avancer la société. Et je ne voudrais pour cet exemple que les femmes. Les femmes, vous parliez justement des femmes et la paix, les femmes au Maroc ont absolument explosé. Au début des années 90, vous avez les femmes qui ont brisé les tabous. Les associations contre le sida, la première dans le monde musulman, a été créée par une femme, professeure en infectiologie. Il y a eu un collectif d'avocates femmes qui défendaient gratuitement les femmes violées. Vous vous rendez compte, dans un pays musulman, parler de femmes violées. Il y a Madame Chna a créé une association pour recueillir les mères célibataires avec leurs petits bâtards. Vous comprenez ça, ça fait un choc, ça interpelle les mentalités. Et c'est ça notre problème en Afrique, c'est qu'il faut faire évoluer les mentalités. Mais toutes ces actions seraient restées nulles si elles n'avaient pas rencontré le top-down, la volonté de Sa Majesté le Roi, qui, dès son intronisation, a dit « les femmes, ça sera la priorité, les droits de l'homme, de la personne humaine en général, et le droit des femmes en particulier ». Et par conséquent, quand vous avez cette rencontre de ces deux légitimités qui travaillent ensemble, c'est ça qui est fabuleux, c'est ça qui fait avancer les choses. Et quand on voit la problématique, M. Baron a, permettez-moi de rebondir sur ce qu'il a dit à propos des femmes et la paix, puisque d'abord, nous venons de fêter le 8 mars, et merci de le rappeler, mais aussi, n'oublions pas que nous allons fêter la 1325 l'année prochaine, le 20e année. Et les Nations Unies sont en train de préparer
tout un tas de manifestations, un rapport. Et pourquoi? Pour rectifier l'injustice. Les femmes sont les premières victimes des conflits. Elles ont un rôle fondamental qu'elles jouent, aussi bien dans la prévention que dans l'application des processus de paix, mais elles sont totalement sous-représentées dans les processus de décision, qu'il s'agisse des appareils sécuritaires, qu'il s'agisse des processus de paix, mais c'est dramatique. Alors dès qu'on parle de la femme et de la sécurité change même de nature. Et les défis deviennent des défis absolument immenses qui ont une mutation. Et c'est pour cela que, encore une fois, et pardon, ça c'est le professeur qui revient. Très bien. On le sort par la porte, il rentre par la fenêtre. Et je crois que le travail de pédagogie est indispensable. Nous devons éclairer les femmes ignorantes. Nous devons permettre à celles qui sont éclairées de pouvoir mener cette mobilisation et faire cette éducation, cette pédagogie de la femme et de la paix, mais éduquer toute la société. Pourquoi? Parce que nous avons besoin des hommes à nos côtés, de leur soutien, c'est fondamental. Nous sommes déjà là, oui. Oui, oui, merci. Et vraiment, je tiens absolument. Non, moi, je n'aime pas l'approche sexiste. Moi, je trouve que les problèmes sont immenses et on doit les prendre à bras-le-corps. Quand nous avons fait cet amendement de la Moudouana, qui est le code de la famille au Maroc, et qui est une vraie révolution culturelle, eh bien, Sa Majesté a senti le besoin de faire l'alphabétisation, de faire éclairer l'opinion publique sur les droits que les femmes ont acquis. Parfois, les femmes sont leurs propres adversaires. Elles ne sont pas renseignées, elles ne sont pas informées. Mais surtout, on a fait la formation des juges. Parce que qui va appliquer cette loi? Très souvent, les juges et le corps judiciaire est le moins féminisé pour pouvoir les sensibiliser à ces problématiques et pouvoir faire justement ce bond. Donc vraiment, notre salut en Afrique, il est dans l'éducation. Dans l'éducation, dans recherche et développement, et de trouver vraiment les solutions appropriées à nos problèmes spécifiques, à notre culture. Et la culture doit être utilisée vraiment comme l'instrument d'émancipation des Africains. D'abord, la réhabiliter, la revaloriser, réconcilier les Africains avec leur propre culture, et que nous cessions d'être un petit peu, vous savez, séduits, parfois fascinés par la culture des autres en croyant que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. L'herbe est très verte en Afrique, il suffit de bien la regarder et de bien en profiter. Et je crois que c'est très important. Et nous sommes très sensibles à cela. Nous sommes très sensibles à cela, voilà. Et surtout tout ce qui concerne les femmes. Vous avez un piste là, en Côte d'Ivoire, avec les dames Femmes et Paix. Demain, Inch'Allah. Demain. Avec les deux ministres et avec les femmes. Et j'espère que nous allons sortir justement avec comment préparer les femmes à pouvoir avoir des positions de leadership dans les domaines techniques. Comment préparer les femmes pour qu'elles soient éligibles comme médiatrices, pour qu'elles soient choisies par le secrétaire général des Nations Unies pour pouvoir mener des médiations. Et il faut les convaincre déjà elles-mêmes, parce que très souvent, elles sont entre le fer et l'enclume. Mais la femme aujourd'hui, et permettez-moi de terminer sur cet exemple, est devenue actrice non seulement de sa propre sécurité, mais de la sécurité de son pays, de sa communauté. Nous, au Maroc, la stratégie de sécurité, de prévention du terrorisme et de lutte contre l'extrémisme, la femme a un rôle fondamental. Parce que la femme, elle a des yeux, des oreilles et elle aime parler. Et par conséquent, dans sa communauté, elle regarde tous les mouvements suspects, les premiers signes de radicalisation. Elles ont parfois le courage incroyable de dénoncer leurs propres enfants quand elles voient que la radicalisation est en train de les happer et de les enlever à la vie. Et on a vu nombre de cellules terroristes être démantelées par le BCIJ, qui est le Bureau d'investigation judiciaire, grâce à la vigilance des femmes qui sont d'abord des citoyennes et qui sont jalouses pour la sécurité de leur communauté et de leur pays. Et vraiment, je crois qu'elles sont une pièce maîtresse dans cette stratégie de sécurité. Il n'y a pas de doute. Kanoual Sibal, sur les femmes aujourd'hui, si vous avez une décision forte à prendre sur les femmes, pour les femmes, quelle serait la première décision? L'éducation des femmes. L'éducation des femmes. C'est la chose la plus importante parce que, en général, dans les pays en voie de développement,
les femmes sont moins éduquées, beaucoup moins éduquées que les hommes, tandis que le rôle en société et dans la famille est extrêmement important. Important. Et on a constaté que dès que les femmes sont mieux éduquées, d'abord la question démographique est adressée, le taux de naissance baisse. Aussi, pour élever les enfants, pour leur donner dans leur tête de cultiver l'idée que l'éducation est très importante, il faut faire quelque chose pour arriver à atteindre les ambitions et les aspirations de la famille et tout cela. Et aussi pour garder les environs nets et être partagés dans les programmes du gouvernement pour s'assurer que l'environnement est protégé et tout ça. Après tout, ils sont 50% de la population et on ne peut pas négliger 50% de la population. Et aussi, je constate que maintenant en Inde, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui sont des entrepreneurs, qui en fait sont à la tête des banques et des grandes compagnies industrielles et tout cela. Alors, ils apportent beaucoup en termes de la vie économique et tout cela, mais ça commence par l'éducation. Et même dans le domaine de la digitalisation, on a parlé de cela. Alors, en Inde, et je crois hier aussi, on est en train de digitaliser la société. Mais comment est-ce qu'on peut le faire si la femme est négligée? Parce qu'elle doit aussi être éduquée pour essayer de manier et utiliser les appareils et tout cela et comprendre un petit peu ce qu'est la digitalisation. Alors, au niveau de la société en général, je crois que si la femme est négligée, n'est pas bien éduquée, je crois que c'est un grand tort qu'on fait à la société. Sur cette question, on est totalement d'accord que la femme doit être éduquée. Dans les années 90, c'était le premier ministre indien, Narasimha Rao, qui avait mis l'accent sur la question. Mais il y a eu des hésitations. Pareil pour Kumaratunga au Sri Lanka. Mais toujours, lorsqu'on pose le problème des femmes, j'ai envie de dire, vous les hommes, quel est le problème véritable? Non, je ne crois pas qu'il y a un problème, sauf dans les communautés très arriérées et très conservateurs dans la société qui existent et qui résistent. Mais je crois que maintenant, les femmes sont assez agressives, elles demandent leurs droits et elles commencent à changer les attitudes. Je crois que le problème vient quand les politiciens prennent des décisions qui sont pour faire la politique. Et quand on dit que 30% de réservation, 50% de réservation pour la femme, alors ça crée des résistances. Mais autrement, je crois que personne ne s'oppose à l'idée de donner la place aux femmes dans la société. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de dans résistance. Dans tous les cas, ils sont déterminés à prendre ce qu'on leur doit. La résistance vient d'ailleurs, parce que le mouvement féministe, parfois, dans les pays un peu conservateurs, crée des problèmes au niveau de la société, parce que la société n'est pas tout à fait préparée à la revendication que les femmes et surtout les jeunes femmes font, parce qu'elles sont liées au monde occidental par le social media et tout ça. Ils essayent d'imiter, de copier tous les mouvements qui existent dans l'Occident, qui ne sont pas enracinés dans la société. Dans ce sens-là, une partie des femmes sont, disons, beaucoup plus en avance que la société en général. Et ça crée quelques résistances. Mais en général, je crois que c'est une bataille perdue pour les hommes, parce que les femmes vont s'affirmer, certainement. Heureusement d'ailleurs. Alors, là je change complètement. Les difficultés, les crises, tout est identifié, mais quelles sont aujourd'hui les limites aux réponses actuelles? On a l'impression que chaque fois, c'est la prudence face à l'action. On est dans une situation où on dit ingérence extérieure, même quand ça crève les yeux chez le voisin.
Non, je crois que c'est... Est-ce que vous n'êtes pas trop prudent, vous, homme politique? Non, non, non. Je crois que c'est une question essentielle. C'est-à-dire, il faut, lorsqu'il y a une crise, il faut, en même temps qu'on gère la crise, penser au futur. C'est ça le vrai problème. On gère la crise et on pense au futur. Et le problème de reconnaître la crise est politique d'abord. Parce que ce n'est pas parce que je reconnais qu'il y a une crise dans mon pays que politiquement je suis quelqu'un d'incapable. Et malheureusement, les classes politiques feignent de ne pas reconnaître la crise parce qu'elles ne veulent pas rendre des comptes. Alors que ce n'est pas une action de la classe politique à elle seule. C'est une action nationale qui fait sortir des crises. Ça montre déjà dans l'esprit la démarche. Lorsque c'est une démarche collective, on ne peut pas ne pas reconnaître la crise. Donc, oui, lorsqu'il y a la crise, c'est-à-dire la première solution à la crise, c'est de la reconnaître. L'analyser dans sa profondeur. Et la reconnaître dans le milieu où est née la crise et les acteurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément pour sortir de la crise, une fois qu'on la reconnaît, on sait que c'est une action conjuguée qui permet de sortir de la crise. Ce n'est pas une question de politique, parce que vous, M. Fofana, vous êtes de l'opposition, mais je sais que vous avez une connaissance sociologique, des personnes qui sont impliquées dans la crise, que vous pouvez avoir un dialogue avec eux. J'ai dit non, non, si M. Fofana parle là-bas, après, demain, voilà, il va croire qu'il est incontournable. Je laisse M. Fofana, je m'en vais prendre M. X, qui, lorsqu'il va là-bas, il crée peut-être plus de problèmes. C'est-à-dire, on a un problème, il faut le régler. Qui est à même de le régler? Quels sont les acteurs qu'il faut mettre sur le terrain? C'est la conception, quelquefois, de la politique qui nous enlise dans les problèmes. La conception très étriquée de la politique met devant vous les mêmes acteurs qui, quelquefois, n'ont pas la compétence pour régler les problèmes. Lorsqu'on élargit, on trouve les solutions. Les bonnes personnes ne sont pas à la bonne place? Pas que les bonnes personnes, mais elles peuvent être à la bonne place, mais elles pensent qu'elles seules peuvent régler. Or, comme il l'a dit, on ne règle jamais un problème tout seul. C'est une utopie, on ne règle jamais un problème tout seul. Et lorsqu'il y a un problème, c'est-à-dire la priorité, c'est qui peut aider à régler un problème. La priorité, ce n'est pas qui est mon ami, qui est mon camarade, qui je peux envoyer là-bas pour le mettre en lumière. C'est qui peut régler le problème. Et malheureusement, régler le problème, M. Crespo, même quand on a identifié qui peut régler le problème, on ne va pas vers le qui. Vers le qui vers celui qui a la solution, qui semble avoir la solution. Bon, vous savez, je ne vais pas rentrer dans les terrains religieux. Je crois qu'on est tous des pécheurs. Et donc, vous avez fait une remarque sur les dictateurs. Les dictateurs, ils sont la solution parfaite. Ouais. Tant qu'ils sont les contrôles et que personne ne peut protester. Puis, je crois que justement, le qui, dans le monde actuel, est un qui collectif. Est un qui collectif. Exactement. Il n'y a pas de gens qui ont le pouvoir miraculeux de résoudre les problèmes comme ça. Heureusement. Hein. Heureusement. Heureusement, oui. Ouais. Oui, heureusement. Justement, c'est l'une des leçons que nous avons appris après beaucoup de mauvaises expériences. D'accord. Juste auprès de vous, Widad Bouchamaoui, que nous venons d'accueillir, prix Nobel de la paix 2015. En tout cas, merci d'être sur ce plateau. Je vous accueille en même temps avec cette situation-là. Le printemps arabe, je voudrais qu'on en parle. La Tunisie, la Libye. Et puis, est-ce que ce n'était pas évident que tout le Maghreb soit contaminé et que même le Machrek s'y ajoute? Vous savez, lorsque les Tunisiens étaient dans la rue en 2010 et 2011, ils ont commencé à partir du 7 décembre 2010 jusqu'au 14 janvier 2011. Les Tunisiens, jeunes, hommes, femmes, ils étaient dans la rue sans aucun leader politique, sans aucun chef. Ils étaient dans la rue pour demander trois choses. Ils demandaient la démocratie, ils demandaient la dignité et ils demandaient le travail. Donc c'était un problème tuniso-tunisien. Et puis, comme on a vécu plusieurs années de dictature, où il y avait un seul parti, où il n'y avait pas cette liberté d'expression,
pour ces raisons-là que les Tunisiens étaient là. Donc, nous, on n'a pas essayé ni de contaminer les autres pays, ni de donner des leçons à d'autres pays. On était dans la rue parce qu'on avait marre d'une situation politique, économique et sociale dans notre pays et on s'est manifesté par notre propre guise. C'est ça ce que nous avons fait en Tunisie. On l'a fait d'une manière très soft, d'une manière très pacifique, d'une manière très démocratique aussi, et ce qui a permis aussi d'avoir des élections libres, démocratiques, des élections où tout le monde, même les instances internationales qui étaient là, tous les observateurs internationaux, et nous-mêmes, Tunisiens, on a eu cette chance de pouvoir choisir notre président, de pouvoir choisir, élire notre Parlement. C'est pour dire que ça a été fait parce qu'il y avait une situation. Ce qui s'est passé, bien sûr, en Libye, dans d'autres pays, bien sûr, c'est aussi la même chose. D'une manière générale, ils ont vécu comme nous le problème de la dictature et ce manque d'expression. Vous savez, lorsqu'on vit dans un monde ouvert, où nous avons l'Internet, où nous avons les social media, les jeunes, surtout, moi je parle toujours des jeunes, sont toujours à l'aguet et à l'affût de toute information, de tout ce qui se passe à l'étranger. Ils veulent aussi vivre comme la jeunesse ailleurs. Ils veulent aussi avoir cette chance de choisir, cette chance de voyager, cette chance de s'exprimer, cette chance donc de critiquer. Et c'est pour ça donc ce ras-le-bol qui a été dans cette région, dans certains pays, qui a fait que ça a encouragé. Peut-être nous avons encouragé, nous, Tunisiens, et surtout cette manière, donc moi je dirais toujours pacifique. Mais bien sûr, nous avons réussi. Il y a d'autres qui n'ont pas réussi parce que nous, c'était la société civile qui était là, qui était présente, qui a pris les choses en main. Et je le répète tout le temps pour dire qu'on n'avait pas quelqu'un qui menait la danse. Il n'y avait pas quelqu'un qui était un chef. On était notre propre chef. Et c'est ça ce qui a fait la différence aujourd'hui. Et moi, je pense s'il y a un mérite aujourd'hui à reconnaître de ce qui s'est passé en Tunisie, on a eu un grand leader, Bourguiba. Bourguiba, il a misé sur l'éducation, il a misé sur les femmes. Et vous parlez tout à l'heure des femmes, etc. Ça fait que toute cette population était effervescente pour vraiment arriver à trouver une solution pacifique et surtout à bénéficier de cette démocratie. Mais je reste toujours convaincue que tous les problèmes seront résolus par la population elle-même, dans n'importe quel pays. On a besoin de laisser la population trouver une solution et qu'elle porte la voix donc, de son pays. Chaque population doit porter la voix de son pays. Et surtout, si nous voulons que ce printemps arabe réussisse, il ne faut pas qu'il y ait une intervention internationale. On a vu, chaque fois qu'il y a une intervention internationale, c'est toujours le désastre. Ce qui se passe en Libye, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Yémen, ce qui s'est passé en Irak, des guerres continues, des gens qui sont obligés de quitter leur pays, des gens qui sont sans aucun abri, qui sont maltraités, qui migrent d'une manière clandestine, qui vivent dans des situations vraiment en dessous de ce qu'il fallait faire pour un être humain. Donc là, aujourd'hui, il faut laisser ces gens... Une intervention internationale, dois-je faire la différence entre ingérence et intervention salvatrice? Ingérence, oui, bien sûr. Vous savez, parce que moi j'étais membre du dialogue national et on avait une charte entre nous les quatre partenaires, ceux qui ont composé le quartier tunisien. On avait une charte morale. C'est on s'est mis d'accord pour interdire toute intervention pour le processus en Tunisie. Toute intervention. Et Dieu sait combien on a été vraiment sollicités par les uns et par les autres. On leur a dit qu'on voulait un produit 100% made in Tunisie. Et cette ingérence, on a vu ce qui s'est passé en Libye, ce qui se passe dans les autres régions. On a voulu intervenir pour une raison ou une autre. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au XXe siècle, les populations un peu partout sont éveillées, les populations sont conscientes de leur avenir. Il faut leur donner la chance de faire et de construire leur avenir. Et puis cette ingérence aussi, surtout lorsqu'il s'agit d'un pays qui est riche, qui a beaucoup de richesses. Donc, on se dispute pour mettre la main sur la richesse de ces pays-là, au détriment de la liberté, au détriment de la démocratie, au détriment aussi du bien de la population. C'est pour ça, moi, je dirais que chaque fois qu'il y a une intervention étrangère,
que ce soit pacifique, que ce soit militaire, ça n'a jamais donné le bon résultat. Et personne ne peut intervenir, ne peut donner le remède si on ne connaît pas l'environnement. Il faut vivre dans ce pays-là. Il faut connaître l'environnement pour pouvoir trouver la solution et pour pouvoir donner le remède. Mais je voudrais partir de là et puis jeter un œil sur ce qui est en train de se passer actuellement en Algérie. Qu'est-ce que le prix Nobel de la paix que vous êtes? C'est vrai que les crises ont des natures différentes. Le prix Nobel, quand on arrive dans un pays, n'importe lequel, quelle que soit la crise, qu'est-ce qu'on dit? Vous savez, pour moi, principalement, je lui dirais que le seul moyen de trouver une solution, c'est le dialogue. Mais avant de commencer le dialogue, il faut savoir écouter les uns et les autres. Il faut aussi avoir cette capacité d'écouter et de changer d'avis et de convaincre et de faire convaincre les autres. Sinon, on ne peut pas s'imposer et on ne peut pas imposer un modèle. C'est ce qui passe. Si on parle de l'Algérie aujourd'hui, c'est la volonté du peuple. Il faut respecter la volonté du peuple algérien. Il y a maintenant une conscience de la population algérienne et ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, d'une manière très peaceful. Tous les gens étaient dans la rue d'une manière très pacifique et ils se sont exprimés sans aucun heurt, sans aucune violence. Et ça, c'est un mérite au peuple algérien qui a su que par la violence, il a vécu des années noires de la vie de l'Algérie. Aujourd'hui, je pense que cette population, elle est consciente que leur avenir se fera par eux-mêmes et que ça fera par une voie démocratique. Il faut les laisser faire. Moi, je pense qu'il faut les laisser faire et ils sauront trouver la solution. Alors, Kamval Sival, vous avez entendu, c'est un avis, mais beaucoup de crises actuelles quand même se nourrissent de l'ingérence extérieure. C'est une certitude. Mais à partir de quand il faut intervenir pour arrêter les dégâts? Parce que tout de même, on ne regarde pas le voisin brûler seul. Vous savez, on avait parlé des ingérences étrangères, les interventions militaires. Mais regardez qui sont les pouvoirs qui sont intervenus. Ou bien les États-Unis ou les Européens. Dans certains cas, récemment, il y a la Russie qui est intervenue en Géorgie et en Ukraine. Et l'Iran est intervenu en Syrie, la Russie en Syrie aussi, et l'Arabie saoudite en Yémen. Mais ça, c'est très récent. Mais autrement, si vous regardez l'histoire de l'ingérence extérieure, c'est fait par qui? Par l'Alliance transatlantique ou l'OTAN. Ça, c'est le grand problème. Et ils ont fait ça sans l'aval des Nations Unies, du Conseil de sécurité. Après tout, les Nations Unies ont été formées pour quoi? Pour prévenir la guerre, pour la sécurité internationale. Mais il n'y a pas de consensus au sein du Conseil de sécurité. En fait, si vous vous souvenez des déclarations des leaders américains, pas seulement Trump, mais Obama, qui, paraît-il, était un monsieur beaucoup plus sage, qu'on va agir au sein des Nations Unies autant qu'on peut, mais si nous n'avons pas une décision favorable, on va agir en dehors des Nations Unies. Et ils sont très clairs, officiellement, ils disent ça. Et ils ont démontré ça partout. Ça, c'est le malheur. Que les problèmes sont dans les pays en voie de développement et l'intervention militaire est faite par le monde occidental. Et les pays en voie de développement n'ont pas vraiment... je ne parle pas des pays visés, mais le monde en voie de développement en général n'a pas un rôle pour donner des avis, des conseils, de participer dans des efforts de trouver des solutions spécifiques. Rien. Il y a la tendance de trouver des solutions militaires, comme on l'a dit tout à l'heure. Le premier, disons, instrument pour régler des situations politiques, c'est l'action militaire. Et ensuite, quand l'action militaire détruit tout, il n'y a pas vraiment un effort de reconstruire le pays ou, comme disent les Américains, que nous ne sommes plus dans le business de créer des nations et des choses comme ça.
Alors ça, c'est le malheur. Et il n'y a pas une solution visible. Et tant qu'il n'y a pas vraiment quelques, comment dit-on, limites sur l'action des pays occidentaux, l'Amérique et l'Europe, sur les questions. Mais il y a aussi une autre question qui était très intéressante, c'est que les ingérences ont été faites en général pas dans les pays démocratiques, mais dans les pays qui ne sont pas démocratiques. Parce qu'à cause du fait que les pays ne sont pas démocratiques, il y a des problèmes internes qui attirent les interventions extérieures. Et au nom de la démocratie, on intervient, mais il y a aussi des jeux économiques qui sont très importants. Mais je crois que la meilleure défense contre l'ingérence de l'extérieur, c'est la démocratie. La démocratie. Oui. Vous pensez que tout le monde se dit démocrate? Mais en fait, moi, je fais non, mais la vraie démocratie. Hein. La vraie démocratie, à l'hésitation à porter secours à un pays, parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait péril d'abord à la demeure avant de réagir. Pardon? Il ne faut pas attendre qu'il y ait péril d'abord avant de réagir. Il y a une hésitation. En même temps qu'on dit on ne veut pas d'ingérence, en même temps on dit vous n'avez pas assisté tel ou tel pays. Ça aussi, on l'a entendu. Mais on assiste lorsqu'il y a un danger quand même. Ouais. Ah oui, mais vous savez, il y a eu des cas en Afrique aussi, dans le cas de le génocide de Rwanda et Burundi, où les autres ne sont pas intervenus. Mais là aussi, il y a une solution, parce que dès que le Conseil de sécurité fonctionne, et il y a un consensus au sein de la sécurité, le Conseil de sécurité, ça légitime l'intervention. Après tout, pourquoi on a donné ce pouvoir au Conseil de sécurité? Parce que ça représente la volonté commune de la communauté internationale. Mais si on fait l'ingérence sans l'aval des Nations Unies, alors c'est unilatéral. Alors il y a une solution. La solution, ce sont les Nations Unies qui ont été créées justement pour s'assurer de la paix internationale. Et dans certains cas, quand il y a un besoin urgent d'intervenir, parce qu'il y a vraiment des crimes contre l'humanité qui ont été faits, dès que la communauté internationale est d'accord, alors l'intervention serait légitime par les Nations Unies, pas par des pays individus qui sont motivés par toutes sortes de motivations, y inclut économique. D'accord. Nous allons aborder le dernier point de cette émission. Tertus Zongo, parlons de ces déséquilibres climatiques. Aujourd'hui, partout, on en parle. Je sais que leader pour la paix, vous êtes intéressé par la chose. Prenons le cas de certains pays, le dérèglement climatique, pénurie d'eau, insécurité alimentaire, qui entraîne des déplacements de population. On commence par l'Afrique d'ailleurs. Beaucoup de jeunes gens se jettent aujourd'hui à la mer pour chercher meilleur ailleurs. Comment vos gouvernements réagissent très souvent, parce que le reproche est fait aux autorités très souvent en place, de ne pas pouvoir maintenir ces jeunes-là sur place? Vous voulez lier la question climatique à la migration? Les deux, à la fois. Non, c'est clair que la question, la question de migration, naturellement, elle va au-delà du simple fait climatique. C'est vrai que les changements climatiques sont un des éléments qui amènent les populations dans les zones rurales à ne plus avoir les productions qu'elles avaient, sont des éléments qui amènent les populations dans les zones rurales à se déplacer quelquefois en ville, et ça crée, comme je disais, des surpopulations en ville, et ça amène d'autres problèmes dans les cités urbaines. Donc c'est clair, c'est un des éléments. Mais le vrai problème de la migration va au-delà des faits de changement climatique. Le problème de la migration, il faut analyser le problème de la migration avec beaucoup de, comment je dirais, avec une très grande attention. Lorsque vous regardez, vous voyez la jeunesse aujourd'hui, nous nous trompons sur la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui est en mouvement permanent. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Elle est en mouvement permanent parce que,
elle voit une opportunité, elle veut se déplacer. Ça, c'est sur le plan physique. Deuxièmement, la jeunesse est en mouvement permanent parce qu'elle a aussi un mouvement virtuel. Ce n'est plus la jeunesse de notre temps. D'où elle est assise, à cause de la mondialisation, elle voit d'autres choses qui se passent ailleurs. Donc, du coup, c'est-à-dire, cette idée de mouvement, vous ne pouvez pas couper la jeunesse de cela. Donc, lorsqu'on parle de migration, il faut faire très attention. Ne migre pas uniquement que des gens qui se trouvent dans des situations de pauvreté. Non. Quand vous regardez dans le répertoire des gens, ce n'est pas toujours... Est-ce que le pourcentage le plus élevé, ce n'est pas ces personnes? Mais ce n'est pas eux seulement. Ce n'est pas eux seulement. Donc, maintenant, c'est-à-dire ces migrations pour faire de pauvreté, il faut donc revenir dans les politiques qui sont menées dans les pays. Comment on fait? Quelles sont les attentes déçues? Comment ces attentes ont été déçues? Comment on a créé comment je dirais, des éléments de frustration? Et vous rejoignez un peu le débat que nous avons eu avant. Il est très clair que nous avons eu une démarche dans nos pays où nous avons eu des systèmes centralisés. Les systèmes centralisés ne peuvent pas toujours organiser le développement à la base comme il le faut. Il faut aller avec des systèmes décentralisés de développement qui donnent plus de pouvoir, qui essaient de redynamiser et de renouveler l'économie, avoir une économie beaucoup plus moderne. Aujourd'hui, lorsque vous regardez, pourquoi les jeunes ne veulent pas cultiver? Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la terre, c'est parce que les méthodes pour cultiver sont telles qu'ils trouvent que c'est fatigant. Mais qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent pour faire en sorte que ces jeunes soient attirés par la terre? En Côte d'Ivoire, ici, vous avez eu une chance extraordinaire. Depuis les indépendances, le président Houphouët a mis l'accent sur la terre. Lorsque vous regardez, si les politiques de développement étaient restées des politiques locales qui tirent, comment je dirais, tout le bénéfice des potentialités des régions et comment faire une démarche intégrée, produire, transformer, vendre, vous allez voir qu'on aurait eu plus de jeunes qui restent. Mais nous n'avons pas su adapter nos politiques aux besoins des jeunes, aux ambitions des jeunes, si bien que lorsqu'il y a des situations où ils sont en état de frustration, où ils sont en état de marginalisation, c'est clair qu'ils veulent aller. Et ce matin, on discutait avec Madame la ministre qui nous a dit que parmi tous ceux qui sont partis à la migration ici et qui sont revenus, pour payer, rien que pour aller, ça coûte quelque chose comme 2500, 3000 euros pour pouvoir s'engager. Mais comment nous sommes arrivés à montrer à quelqu'un qu'à partir de 2500 euros, 3000 euros, il peut gagner sa vie ici mieux que celui qui immigre? Comment nous avons mis cette espérance, cette capacité de croire en soi et d'avancer? Donc, on revient encore aux questions des politiques nationales. Sans doute, ce n'est pas pour jeter la pierre sur qui que ce soit, mais l'essentiel est de prendre conscience et de voir comment on essaie dans l'avenir de donner aux jeunes cette capacité de pouvoir dégager leur énergie pour pouvoir être la solution à leurs problèmes. Monsieur Crespo, je ne dirais pas qu'il ne faut pas que les jeunes s'en aillent ou bien qu'ils restent. Vous, quelle est votre position sur l'immigration aujourd'hui, l'immigration appelée illégale? La solution viendra d'où? D'abord, l'humanité, elle a été toujours en migration. La question, c'est, à ce moment, c'est que, enfin, il y a des États, il y a des frontières, et tout ça pose des problèmes. Mais je vais enfin, prendre un exemple qui est de cette région et qui nous concerne. Moi, j'étais, enfin, dans l'une de mes responsabilités en Europe, j'étais président de la Commission de commerce international du Parlement européen. J'étais à Hong Kong, au cycle de Doha. Alors, il y a un monsieur, un grand monsieur, qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, François Traoré, un leader... Producteur de coton. Un leader de producteur de coton.
il s'est approché à moi parce qu'à l'époque, on a été, dans un panel de l'OMC, on a été condamné, les États-Unis et l'Europe. L'Europe produit peu de coton. La Grèce et un peu l'Espagne. Et alors il m'a dit, écoutez, moi, il m'a montré son portable. Il m'a dit, moi, je peux avoir sur le portable la cotisation de coton à Chicago. Je peux acheter des semences. Je peux acheter des assurances. Mais si vous ne changez pas de politique de protection, la seule chose que je peux dire à mon fils, c'est, écoute, traverse le Sahara, si tu survis, tu arriveras au paradis. C'est un peu comme ça. Alors, ça m'a frappé beaucoup. Alors, je crois que, d'abord, immigration irrégulière, oui, nous avons un problème très complexe. Pas seulement les Européens, à ce moment dans la Méditerranée ne doit pas être une tombe. Aussi les Africains. Parce que quand même, ce n'est pas les plus pauvres, comme vous disiez, qui partent. Ce sont les plus courageux, les plus qualifiés. Et je peux vous dire, parce que moi, j'ai des collaborateurs qui sont à Cadiz, dans le sud de l'Espagne, là où arrivent les petites barques. Vous savez ce qu'ils font, les Africains qui arrivent? La première chose qu'ils font, c'est ils sont presque tous les portables. Mais s'ils n'ont pas les portables, ils l'achètent tout de suite. Et ils vont auprès d'un supermarché ou d'un bar pour avoir les Wi-Fi. Et alors, ils s'appellent un cousin, une cousine, l'oncle. Ils s'en foutent pas mal si c'est l'Espagne, la France ou l'Allemagne, tout ça. Ils cherchent les réseaux. Et ce sont des gens, je peux vous dire là, par exemple, notre expérience, ce sont des gens qui sont très honnêtes, sérieux et très respectueux de la loi. Ce n'est pas une question. Alors là, je crois que nous avons en Europe, et je me rappelle de Kofi Annan, lorsqu'il est allé au Parlement européen en 2004, il a dit, écoutez, vous avez besoin de 40 millions d'immigrants. Quand même, il faut sauver l'État-providence en Europe. Hein. Donc, on n'est pas... je crois qu'il faut faire tout l'effort possible pour organiser cette possibilité d'échange. Mais je crois aussi que quand on voit la situation ici, je crois que aussi la question de l'éducation et de la formation est essentielle parce que quand même, ici, il y a beaucoup de possibilités et là, nous pourrions travailler ensemble. Très bien. Oueded Bouchamaoui, sur l'immigration, lorsqu'elle devient irrégulière, quel est votre point de vue et quelle est pour vous la solution si c'est vraiment un problème? Vraiment la dernière question. Oui. Vous savez, on peut se poser la question pourquoi les gens émigrent. Ils émigrent parce que peut-être qu'ils vivent dans une dictature, qu'ils ne sont pas libres. On leur interdit tout accès à la démocratie et à la liberté. Donc, ils veulent aller dans un autre monde où ils peuvent s'exprimer, où ils sont libres de manifester, de parler, etc. Ou bien les gens émigrent parce qu'ils sont dans une pauvreté extrême et ils pensent qu'ils vont trouver le paradis ailleurs. Ou bien, un troisième cas, les gens émigrent aussi parce qu'ils veulent aussi une certaine reconnaissance. Peut-être qu'ils ne trouvent pas la reconnaissance dans leur pays parce qu'ils n'ont pas les moyens de mieux travailler et ils émigrent. Et je pense aujourd'hui, moi, il faut faire participer la population dans la politique générale du pays. Et ça commence par l'éducation, fournir l'éducation, même si les gens qui vont émigrer, il y aura un jour où ils vont revenir chez eux. Au moins qu'ils reviennent avec un plus. Et ceux qui émigrent parce qu'ils ont besoin de se valoir à l'étranger, ils sont en train aussi de faire profiter les autres là où ils sont, les pays d'accueil. Parce qu'il n'y a pas toujours ceux qui immigrent, sont des gens qui sont vraiment des anéantis. Donc on voit maintenant par exemple en Tunisie, il y a de plus en plus de médecins, d'ingénieurs, etc. qui partent à l'étranger parce qu'ils sont demandés par l'étranger. Parce qu'ils sont demandés et peut-être on leur offre un meilleur paysage pour la recherche, pour concrétiser leurs projets. Donc moi je pense que ce n'est pas une immigration qui va à l'encontre du développement du pays. Au contraire, peut-être qu'ils vont trouver là de meilleurs moyens
pour avoir une meilleure prospérité et ils reviendront un jour à leur pays. Tous ceux qui immigrent, ils penseront un jour qu'ils vont rentrer chez eux. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde ouvert. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. Donc, il faut se considérer comme un monde ouvert où tout est possible. Là, on trouve son compte. L'essentiel, c'est de respecter le droit humain, je dirais, et surtout faire respecter la loi. C'est ça le plus important. Mais aussi, laisser les gens mourir dans la Méditerranée, c'est inhumain. Laisser les gens aussi mourir de faim dans des bidonvilles parce qu'ils ont immigré d'une manière clandestine, ce n'est pas le moyen. C'est pour ça, moi, je pense qu'il est urgent aujourd'hui de mener un dialogue pour comprendre les raisons de cette immigration, pour comprendre pourquoi et peut-être trouver des solutions, les convaincre, comme ce que disait M. le Premier ministre. Parfois, les gens immigrent parce qu'ils veulent imiter leurs voisins, mais ils ne savent pas quelles sont les conséquences. Donc, s'il n'y a pas ce débat, ce dialogue avec ces jeunes pour comprendre les raisons et pour les initier, et aussi un devoir de ceux qui gouvernent aussi, d'offrir un environnement pour que les gens travaillent, baisser la bureaucratie, essayer de les écouter, de les impliquer, de leur donner la chance de travailler. C'est aussi parce qu'il y a aussi la faute à ceux qui gouvernent, il y a aussi la faute à l'environnement international. Mais moi, je pense qu'il faut aussi toujours les considérer, ces gens qui immigrent, ce sont des êtres humains. Il faut qu'ils soient traités comme des êtres humains. Il faut les considérer à leur juste valeur. Parce que moi, je vois parfois un petit peu partout, je fais le tour du monde et je vois dans quelle situation ils vivent. C'est vraiment, ça dépasse. Ça dépasse ce qu'on peut, nous, comme sentiment, on a. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça va créer de la haine. Ça va créer aussi c'est un environnement qui ne fait que multiplier cette haine, surtout cette inégalité. Aujourd'hui, nous avons besoin de vivre dans un monde où la paix règne, mais la paix règne avec un dialogue, avec une écoute et surtout avec le respect des uns et des autres. Et ceci ressemble véritablement à votre conclusion. Et nous sommes en train de terminer cette émission. Je voudrais donc m'adresser à vous, M. Kanval Sibal. Les violences prennent naissance, c'est ce qu'on a dit, dans l'esprit des hommes, et c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses pour la paix. Quelle est votre conclusion, vous? Vous savez, ça c'est la Charte des Nations Unies, exactement, dit ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous savez, on peut dire que ça serait impossible parce que la violence et le recours à la violence est dans la nature humaine. Et je ne crois pas qu'on peut changer la nature humaine. On peut cerner le problème, on peut limiter le problème, mais il y aura toujours des accrochages, des conflits à l'intérieur des pays, entre les pays. Ça, c'est la réalité. Sauf que il y a maintenant beaucoup plus de conscience que si on laisse les conflits élargir et tout cela, ça nuit à tout le monde. Et il y a un effort d'essayer de contrôler. Vous savez, la nature humaine est contradictoire. En même temps, il y a la violence qui est une partie de la nature humaine, mais il y a aussi la générosité, la compassion, l'effort de comprendre, la fraternité, tout ça, ça existe aussi, la sentimentalité. Ça existe aussi. Alors il y aura toujours ce genre de conflit dans la nature humaine qui sera traduit aussi dans les relations internationales, malheureusement. Tertus Lengo, quelle est votre conclusion? Non, par rapport à la citation que vous avez, non, c'est vrai que les conflits naissent dans l'esprit des hommes et c'est là-bas qu'il faut déposer la semence. Pour éteindre les conflits. Pour moi, si j'ai, comment je dirais, des conclusions à tirer de ce que vous venez de dire, ça veut dire qu'il faut former les gens. La formation, l'éducation est très importante. Parce que c'est la formation qui permet de transformer l'esprit. Deuxièmement, il faut sensibiliser. C'est en sensibilisant. Et il faut permettre aux gens de s'ouvrir à l'autre. C'est-à-dire, c'est le dialogue. Pour arriver à travailler sur l'esprit, il n'y a pas 10 000 solutions. Il faut former, il faut sensibiliser, il faut ouvrir, il faut dialoguer, il faut communiquer. Naturellement, puisqu'on parle de l'esprit, ça veut dire la paix n'est jamais un résultat. Malheureusement, les gens prennent la paix comme un résultat. La paix n'est pas un résultat. La paix, c'est un processus, c'est un travail continu.
Il n'y a jamais de résultat où on dit « Ah, on a eu la paix, on est tranquille ». En tout cas, c'est un processus qui continue. Baron Crespo, pour terminer, votre conclusion en un mot? Je crois que la paix, c'est un processus, mais c'est aussi le fruit d'une persévérance et d'un comportement. Et là, mais d'un comportement qui doit être éduqué. Oui. C'est pas né. Oui. En tout cas, merci à vous, mesdames, merci, messieurs, pour les propositions faites dans un monde où les menaces foisonnent et où les défis continuent de grandir. Vous nous proposez que la solution, c'est certainement l'anticipation et puis la prise de conscience. On y arrivera un jour. Mais juste pour dire que les armes ne découlent des armes que des larmes. Donc il faut éviter la guerre, il faut éviter le conflit pour trouver solution. On voit un petit peu la conséquence des armes un peu partout. En tout cas, merci. Le débat s'est terminé pour ce soir. On se retrouve dans 2 semaines et je vous remercie de nous avoir suivis.